Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Même si effectivement, ça fait très longtemps que l'on s'est vu. C'est d'ailleurs la première vidéo de 2025 car j'ai été relativement occupé en ce début d'année. Et c'est pas le film qui arrive qui va nous dire le contraire, puisque aujourd'hui on va parler de Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, bizarrement, depuis Parasite en réalité, sorti en 2019 si je ne m'abuse, qui avait eu le succès qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il avait été oscarisé, que ça a été un succès à la fois public et critique, et effectivement, 6 ans, c'est bien le temps qu'il fallait pour se remettre d'un tel succès et proposer quelque chose de nouveau qui puisse potentiellement en être digne. Dans Mickey 17, le concept va être qu'un personnage va pouvoir être répliqué à l'infini, imprimé à l'infini, et donc va pouvoir vivre plusieurs vies, les unes à la suite des autres, certaines relativement longues, d'autres plutôt courtes, ça va dépendre, pas forcément de lui d'ailleurs, très peu souvent de lui. Ce simple concept qui peut rappeler le film Moon par exemple, va être traité d'une manière extrêmement différente, et ça va nous permettre de parler de tout plein d'autres sujets qui ne sont pas sans rappeler la situation mondiale actuelle d'ailleurs. Et c'est tout à fait le but, surtout quand on connaît le cinéma de Bong Joon-ho, qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de parler de notre monde. Donc pour parler du film, je vais devoir parler de pas mal de choses, et j'ai commencé par évoquer le film Moon, puisque le concept de Moon, c'est également qu'un personnage est utilisé par une grosse entreprise tentaculaire pour exploiter les ressources d'une planète extérieure à la Terre, et que ce personnage, s'il venait à mourir, pourrait être répliqué à l'infini. Mais les points communs s'arrêtent là en fait entre Moon et Mickey 17, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça va être l'occasion du coup de parler d'un autre film de Bong Joon-ho, à savoir Snowpiercer. Parce que c'est peut-être le film le plus coup de poing et politique de Bong Joon-ho depuis Snowpiercer, je dirais. Et il va y avoir pas mal de points communs, puisqu'on va être sur une société relativement hiérarchisée, avec à sa tête un sommet. Une société hiérarchisée et emprisonnée, puisque l'extérieur va représenter un obstacle, et qu'une fois n'est pas coutume, dans les deux cas, ça va être notamment un obstacle dû au climat extérieur, à savoir un climat extrêmement froid. Même si on n'est pas dans le cas de Snowpiercer, où dans le film, il est pratiquement impossible de sortir, il va quand même en être question. Il va être aussi question de drogue d'ailleurs. Donc on reprend quand même pas mal de choses de Snowpiercer, mais qu'on va transférer dans un univers qui n'a absolument rien à voir, et pas du tout pour dénoncer et parler des mêmes choses. Notamment, je vais pouvoir évoquer très rapidement un certain Elon Musk. Pourquoi je vais mentionner Elon Musk? Parce qu'à mon avis, il a servi d'inspiration pour un des personnages principaux du film, parce qu'on va en parler tout de suite du personnage de Mark Ruffalo, qui, j'ai vu des critiques sur ce personnage, comme quoi il serait trop extravagant, qu'il en ferait des caisses, etc. Mais c'est juste Elon Musk en boss final en fait. C'est Elon Musk Prime. C'est le mec qui est tellement obnubilé par son culte de la personnalité qu'il est parti lui-même sur une autre planète avec ses adeptes, en grande partie ses adeptes en tout cas, coloniser une autre planète. Et qu'il se croit donc tout puissant, et qu'il l'est d'ailleurs une bonne partie du film, tout puissant, intouchable, et du coup il va en faire des caisses, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et au final, est-ce bien différent de ce qu'on voit actuellement avec notamment l'administration américaine, parce qu'on est quand même sur un film qui est tourné aux États-Unis avec des acteurs américains, malgré le fait que Bong Joon-ho soit sud-coréen. Là, clairement, c'est un film américain, Mix 17. C'est un film américain. Et clairement, on a le regard d'un extérieur aux États-Unis sur la société américaine au final. Parce que Bong Joon-ho, lui, il est extérieur, il a un peu le même regard que nous, on peut avoir par exemple en Europe, qui est de se dire, mais c'est qui ces tarés? Ils sont absolument ridicules, en fait. Ils sont ridicules en plus d'être cruels, parce qu'on va devoir en parler aussi de la cruauté de ce film. Parce que c'est un film qui s'est vendu un petit peu sous une image pop, ou en tout cas une image un peu presque comédie, alors que ce n'est pas du tout une. Le film va être extrêmement cruel à de nombreuses reprises, mais genre d'une cruauté inouïe en fait. Le fait notamment de pouvoir utiliser un personnage qu'on peut faire mourir à l'infini, ça va pas juste être des morts accidentelles.
Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple dans Moon, la mort coûte des ressources. Dans Moon, ils n'ont absolument aucun intérêt à ce que le personnage meure. Quand je dis il, c'est la personne qui emploie ce personnage. Dans Mickey 17, c'est l'extrême opposé en fait. Clairement, c'est une ressource qui est utilisée pour être tuée. À différents dessins, que ce soit de l'expérimentation, voire carrément du bullying. C'est là que le film d'une cruauté absolue en fait. C'est que il va servir à la fois de réceptacle comme défouloir, mais également comme réceptacle scientifique. Donc on va avoir un personnage que l'on peut tuer autant de fois qu'on le veut pour par exemple développer un vaccin, sans problème. Il y a une disparition totale en fait de l'éthique vis-à-vis de cet être humain à partir du moment où on peut en faire des répliques. Et d'ailleurs, la cruauté va bien au-delà de tout ça, puisqu'on apprend au cours du film que ces réplicas sont complètement interdits sur Terre. Ils ont été tolérés, à demi-mot, pour de l'exploration spatiale, avec des énormes législations qui vont avec. Alors sur le papier, ça a l'air bien ces législations, mais on se rend compte au fur et à mesure du film qu'en fait elles sont complètement détournées par justement ce proto Elon Musk, même s'il a quand même des grosses différences avec, il est beaucoup plus orienté dans la religion, etc. Ce type en fait s'est débrouillé pour complètement contourner le système et créer un système ultra totalitaire vis-à-vis de ce personnage de Mickey qui donc est la 17e itération de sa personne, au point d'avoir un scénario à la Black Mirror, quoi. Un personnage qu'on peut totalement détruire pour l'éternité, ils pourraient le faire, en fait. Ils auraient les ressources pour le faire, parce qu'ils sont autosuffisants dans leur système. C'est ça qui est fou. Et en fait, ce film exprime totalement les craintes qu'ont certaines personnes vis-à-vis de l'installation d'une colonie martienne par Elon Musk. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à raison, craignent que si Elon Musk établit des colonies sur Mars, il crée un système totalement totalitaire et inhumain et qui soit absolument incontrôlable, parce que justement, arrêter ça, ça demanderait des ressources absolument infinies, donc on enverrait des gens sur des niveaux de torture mentale et physique inouïs en fait, que personne ne pourra arrêter. Donc là-dessus, le film est hyper pertinent, je trouve. Pendant que j'y suis avec cette cruauté extrême vis-à-vis des personnages, et notamment du personnage principal, je vais être obligé de souligner un truc. Le film, au premier abord, peut paraître assez optimiste, bizarrement, voire carrément mièvre par moments, notamment par la voix de son personnage principal, et je vais aborder ça par la suite, à un moment donné, notamment la soi-disant mièvrerie du personnage principal, parce qu'en vérité, elle participe elle aussi à cette cruauté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le film va être teinté d'un certain optimisme. Et optimisme qui est assez propre au cinéma de Bong Joon-ho au final. C'est un cinéma qui présente des choses horribles, mais d'une manière assez optimiste en définitive. Je pense à Snowpiercer typiquement, où à la fin au final les gens survivent. On ne sait pas combien de temps ils vont survivre. Le constat est quand même assez tragique, ils ont peu de chances de s'en sortir. Mais le constat est positif, ils peuvent vivre en dehors du train. Également, Okja est un film extrêmement optimiste aussi. Tout comme peut l'être d'une certaine manière Parasite. Parasite est un film entre guillemets optimiste, dans le sens où il va prendre l'aspect le plus horrible de la lutte des classes et le transposer à un final qui est relativement optimiste vis-à-vis des valeurs que le père a transmises à son fils, par exemple, qui sont au total opposés des valeurs que lui avait exprimées, donc le père avait exprimées au cours de sa vie. Donc il y a toujours un peu ce côté prendre le contre-pied de ce qu'il y a de plus horrible dans la société pour le remanier et en faire quelque chose de positif pour le futur en fait. Qui est quelque chose de très récurrent dans le cinéma de Bong Joon-ho, en fin de compte. Et ça va nous permettre d'arriver sur quelque chose d'assez particulier, encore une fois, dans ce film, qui joue complètement à contre-courant et qu'il avait déjà utilisé dans Okja. C'est le fait que cette planète, donc dans le film Mickey 17, contient des créatures qui ont des têtes d'aliens absolument répugnantes, avec des espèces de... Il y a juste une énorme bouche au milieu, et c'est une espèce de bouche à tentacules, là. Un peu comme un calamar, mais terrestre. Enfin, c'est assez particulier. Et la première fois qu'on voit ces créatures, on se dit, mais ces trucs-là, c'est des facehuggers, en fait. Hein. C'est pratiquement des facehuggers. Et la surprise qu'on a vis-à-vis de ces créatures, c'est que, bizarrement, elles sont pas carnivores. En tout cas, elles ont pas l'air de l'être. Et là où ça pourrait être juste vu comme un message politique, le film a l'intelligence de positionner ça dans l'écosystème du film. Parce qu'on se doute bien que, vu la gueule de la planète sur laquelle ils sont, qui est une planète désertique, rocheuse et neigeuse, t'as rien qui pousse. Et surtout, t'as pas d'autres bestioles, en fait. Donc, probablement que le régime alimentaire de ces machins-là
c'est d'avoir une énorme bouche qui leur permet d'avaler des cailloux. Ils vont prendre des cailloux, ils vont les digérer, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et notamment, on va aussi apprendre au fur et à mesure que ces créatures sont capables d'avoir des rapports sociaux, etc., et qui ressemblent vachement aux êtres humains. Et ça, c'est un truc très intelligent que met en avant Bong Joon-ho dans ce film. Il va pas juste mettre le sempiternel discours pro-animaux, etc. Non, il le fait intelligemment dans le sens où il montre que c'est pas juste une opposition, on est capable de coopération aussi. Et ça, c'est vachement intéressant aussi. Vis-à-vis d'extraterrestres qui sont capables d'avoir à peu près autant de réflexion que nous, ces bestioles vivent dans un environnement qui est déjà extrêmement complexe, donc ils ne peuvent pas se foutre sur la tronche en fait. Ils sont obligés de collaborer, et leur collaboration est même au centre de leur écosystème de vie, ce qui est totalement logique. Là où les êtres humains ont quand même un certain confort sur la planète, et donc, la collaboration, ils peuvent la mettre de côté pour se foutre sur la tronche. Et encore une fois, c'est assez intelligent, parce que quand est-ce que les êtres humains vont collaborer? Quand ils sont justement face à une situation exceptionnelle qui met leur vie en danger. Donc encore une fois, c'est un regard qui va au-delà de juste du manichéisme standard, et je trouve que c'est hyper intéressant en fait. Notamment, je vais revenir sur ce truc, le fait que le film est capable d'être atroce par moment, le personnage peut être recréé en boucle. On a le sadisme de lui réimplanter à chaque fois le souvenir de ses morts, alors qu'on pourrait très bien les squeezer en fait. Mais non, on réimplante à chaque fois la mort du personnage. Ce qui fait que c'est horrible, parce qu'il a des dizaines de... il a plein de morts horribles en fait dans sa tête. Des morts où on s'est foutu de sa gueule, ou juste on a regardé ça en mode on s'en fout, on verra après. Et j'en arrive donc au point le plus malsain, je trouve, du film, c'est que le côté mièvre que j'ai exprimé tout à l'heure vient notamment du personnage de Mickey 17, qui est une itération assez naïve de ce personnage, qui est pleine de regrets, etc. En fait, c'est juste l'expression des regrets de ce personnage sans ses revendications. C'est assez particulier. Ce qui fait que ça donne un personnage qui se laisse très facilement marcher sur les pieds. Et ce personnage-là va être confronté à son extrême opposé, qui va donc être le Mickey 18, qui lui va être la concentration de toutes les haines que le personnage a accumulées. Donc une itération qu'on a strictement rien à foutre de tuer, en fait, de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans le monde. Il n'est pas dépourvu de valeur, mais juste son système de valeurs est poussé à son extrême, parce qu'il a vécu des trucs extrêmes. Et donc, lui va être le penchant, au contraire, revendicatif le plus extrême, sans aucune compassion, de son itération différente, précédente, qui, elle, était l'opposé extrême. Donc, la version ultra naïve, regret, sous blotti dans un coin, etc. Et cette opposition entre deux personnages, elle a l'air superficielle de prime abord, mais ça veut surtout dire que ces clones qu'on fait à chaque fois sont imparfaits en plus de ça. Et donc il y a des chances que l'on dégrade à chaque fois un peu plus la santé mentale de ce personnage au final, au fur et à mesure qu'on le recrée en boucle. Truc qui n'est jamais mis en avant, tout simplement parce que dans le système dans lequel le personnage évolue, on s'en fout complètement. Si on peut juste le tuer une nouvelle fois pour le divertissement, on le fera. D'ailleurs, c'est pratiquement ce qui se passe à un moment donné. Le seul questionnement qu'ont les personnages vis-à-vis de Mickey, c'est de savoir, ça fait quoi de mourir en fait? Les gens extérieurs ont juste le regard de gros bobos de base, en fait, qui ont un regard ultra condescendant vis-à-vis de la misère, et ici, la misère de mourir en boucle, qui est juste « Ah ça fait quoi d'être pauvre ?» Un peu ce regard un peu de romantiser la souffrance, en fait, de romantiser la pauvreté, qu'elle soit sociale, humaine, pécuniaire, et ici, vitale, en fait. Puisque ici, c'est carrément la vie qui a été contractée, et on a emprisonné un personnage éternellement dans une vie en boucle, qui va probablement le détruire un peu plus à chaque itération. Et ça, le film nous en parle même pas, il nous laisse juste l'imaginer. Et ce serait un peu le reproche que j'aurais à faire au film, c'est qu'il ne va peut-être pas assez loin là-dessus. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir le même film, avec une scène où on tuerait, mais de manière absolument atroce, des dizaines de milliers de fois le personnage, en fait, en le recréant. Ils ont mis, je crois, 4 ans à arriver sur leur planète. On aurait très bien pu le tuer des milliers de fois, en fait. Alors oui, ça aurait été en contradiction avec un autre truc que le film fait, c'est-à-dire l'introduction d'une romance vis-à-vis de ce personnage. Et alors là, ça va être un des points les plus bizarres du film, que j'ai un peu de mal à analyser, qui est justement la personne qui est l'objet de cette romance dans le film. Parce que manifestement, elle a vu
différentes itérations de Mickey, donc des itérations avec des caractères très différents. Et bizarrement, elle a comme un espèce d'amour inconditionnel vis-à-vis de ce personnage. Ça a beau être un personnage haut placé, ce n'est pas quelqu'un de malveillant ou de profiteur. Il y a un moment où elle va profiter du fait d'avoir deux réplicants pour elle, mais c'est tout. Et d'ailleurs, elle va très vite être appelée à l'ordre comme quoi c'est quelque chose d'extrêmement dommageable en fait. Elle fait plus de mal que de bien en faisant ça. Mais c'est un personnage qui est assez compliqué à analyser dans le sens où j'arrive pas trop à voir ce qu'elle représente. Elle a toujours eu de la compassion pour ce personnage, mais en même temps, elle n'a jamais remis en cause le système tout entier. Probablement parce qu'elle n'a jamais pu le faire, et au contraire, ça va être une personne qui va être maltraitée par ce système à un moment donné pour rien. En fait, elle va être maltraitée pour rien, parce qu'elle y est pour rien à la situation qui se passe. Donc c'est un peu particulier. Ce personnage, c'est peut-être le point négatif du film. Disons qu'il aurait pu être fait différemment, et plus amener le côté hyper sombre en fait de la condition de vie du personnage principal, où ils auraient pu le tuer des dizaines de fois, mais de manière toutes les plus horribles les unes que les autres. D'ailleurs, ça arrive à un moment donné, mais à chaque fois c'est fait avec un angle extrêmement naïf. C'est « Oh tiens, on est en train de tester un truc pour pouvoir s'implanter sur cette planète. Or, on n'a pas d'être humain pour le tester, donc on va le tester sur le répliquant, là, parce qu'on s'en bat les couilles. » Alors que c'est horrible ce qu'on nous montre. C'est ça qui est particulier. C'est que le film est horrible avec ce qu'il nous montre. Et ça va amener justement à un questionnement un peu bizarre que j'ai vu aussi. C'est que, soi-disant, la fin serait une fin hollywoodienne décidée par les grands méchants studios. Faut s'arrêter. Bong Joon-ho, il a toujours adoré les fins positives. Comme je le disais tout à l'heure, il adore ça. Je pense que c'est lui qui a mis cette fin-là. C'est pas parce qu'il aurait pu présenter un scénario à la Black Mirror sur une scène, parce que ça aurait pas pris plus d'une scène, pour présenter à quel point c'était horrible. C'est pas pour ça qu'il aurait pas pu faire une happy ending à la fin, ou quelque chose qui se rapproche d'une happy ending plus ou moins en demi-teinte. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste le cinéma de Bong Joon-ho. Vous l'avez juste oublié, vous avez oublié Okja, vous avez oublié la toute fin de Parasite, vous avez oublié Snowpiercer. Et ces autres films, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des constats relativement positifs sur leur fin. Bong Joon-ho est quelqu'un qui, j'ai l'impression, veut tirer est plein d'espoir en fait. Il veut tirer de l'espoir du pire de ce monde. Et en ça, je trouve que le film est une espèce de Candide. C'est un peu le principe de Candide en fait. Dans le bouquin Candide, le personnage principal va avoir tout plein d'horreurs dans ce monde. Et au final, il essaye de toujours tirer le truc positif de ce monde, qui est pourtant horrible, où il voit des horreurs qu'il n'aurait même pas imaginées à chaque fois. Mais il essaye de rester positif et il se tient à ce truc, à cette histoire de cultiver son jardin, etc. Et ben c'est un peu ça, Bong Joon-ho, c'est essayer de dire, bon, on a traversé un truc horrible, on a eu affaire à un système horrible, mais on va quand même essayer de construire un monde qui soit meilleur à partir de ça. Ça va pas être simple, mais on va essayer. Et je trouve que c'est l'expression parfaite de ça, Mickey 17. Et en soi, je trouve que c'est un très bon film. Faut juste oublier ses préjugés, faut le voir comme une œuvre de son auteur, faut le voir comme une œuvre à part entière, et c'est une œuvre qui est capable de beaucoup de très très bonnes choses. Par exemple, dans l'autodérision, la scène du dîner est incroyable. Enfin, dans la dérision elle-même, c'est une satire, mais mordante, on dirait du Buñuel, on a l'impression que ça va jamais finir, cette scène où on teste un truc sur le gars, et c'est horrible. Du coup, on reteste un truc sur le gars, on a l'impression que ça va mieux, mais en fait, c'est encore pire. Et on reteste un truc sur le gars, et en fait, depuis le départ, les dés sont viciés. Parce que le type, en fait, on était juste là, entre guillemets, soit pour tester des trucs, soit pour se foutre de sa gueule. Et depuis le début, il n'y a jamais eu d'espoir dans cette scène. Et en fait, l'espoir, c'est juste que ça s'arrête à un moment donné parce que c'est horrible. C'est horrible. Et c'est présenté de manière... comme des bourgeois regarderaient d'en haut le bas peuple qui s'entre-dévore. Parce que c'est un peu ça, au final. Et tout le film est baigné un peu dans ce côté... On va prendre le regard de haut parce que ce personnage, de toute façon, est plus bas que l'être humain qui regarde le film. Et ça, c'est intelligent quelque part, parce que là où le personnage vient d'un monde où il y a une violence très frontale, il va être plongé à une violence plus institutionnalisée, ou en tout cas plus haute dans la hiérarchie sociale, puisque là, on est face à quelqu'un qui a pratiquement été président des États-Unis, si je ne me trompe pas, pour nous montrer une violence beaucoup plus insidieuse, mais en même temps beaucoup plus horrible en fait. Parce qu'on n'est pas juste sur de la torture plus de la mort. Là, on est sur de la torture éternelle avec des morts éternelles. Donc, il y a un truc beaucoup plus violent vis-à-vis de ça. C'est juste que c'est présenté d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc oui, peut-être que j'ai tort de dire que le film va pas assez loin. Moi, j'aurais voulu qu'il aille plus loin.
Mais au final, est-ce que c'est nécessaire? Non. C'est juste que j'aurais trouvé la démonstration meilleure. Mais c'était pas nécessaire pour qu'on comprenne le propos. Donc peut-être que ça aurait été tape à l'œil, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, Mickey 17, c'est une réussite en tout point. D'ailleurs, la musique, j'en ai pas parlé, elle est incroyable. Et je ne peux que le recommander. C'est très clairement. Il plaira pas à tout le monde, je pense. Je pense qu'il va diviser. C'est pas Parasite, il va diviser. Il y a des gens qui vont pas être sensibles à la manière dont c'est transmis. Mais pour moi, c'est une réussite. Sur ce, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je m'excuse de la latence entre les deux dernières vidéos. Et je vous invite à partager celle-ci autour de vous afin de faire grandir la chaîne, aussi intermittente soit-elle, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, je sais quand. Salut!